Alors, bonjour à vous tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder des généralités sur le système nerveux. Ces généralités-là, il s'agit d'un rappel de la première année avec quelques nouvelles notions, mais mais ces notions-là restent importantes pour bien comprendre les notions concernant l'histologie et l'embryologie de chaque organe nerveux, de même que ça reste des éléments qui sont quand même nécessaires pour bien, qui sont bons à connaître pour votre pratique médicale. Alors, tout d'abord, nous allons faire un petit rappel concernant quels sont déjà ces organes nerveux. Donc, vous voyez dans cette image-là, on a déjà le premier organe que tout le monde connaît, rien de plus compliqué, et c'est le cerveau. Avec, ici, là, vous avez un hémisphère cérébral. Le cerveau est formé par deux hémisphères cérébraux. Ensuite, vous avez là une partie du cerveau qui est très importante, et c'est nommé le diencéphale. D'accord ? Après, vous allez avoir, ici dans la fosse postérieure, le cervelet. En bas du cerveau et en avant du cervelet, vous allez avoir le tronc cérébral. Le tronc cérébral est formé par trois parties de haut en bas. On va avoir ici ce qu'on appelle dans la nouvelle nomenclature les pédoncules cérébraux ou bien le mésencéphale, c'est plus connu sous le nom de mésencéphale. Ensuite, vous allez avoir ici le pons, d'accord ? Le pons est nommé ainsi car il relie les deux hémisphères cérébelleux, c'est-à-dire les deux hémisphères du cervelet à la manière d'un pont, d'accord ? Et vous avez ici le bulbe rachidien ou bien la moelle allongée, d'accord ? Donc, le tronc cérébral est formé par les pédoncules cérébraux ou le mésencéphale, le pont ou bien la protubérance et le bulbe ou bien la moelle allongée. Dans ce schéma-là est représenté aussi les deux globes oculaires, d'accord ? Vous avez les deux globes oculaires. Ce n'est pas représenté juste pour faire joli dans l'image, mais car l'œil est formé par sa tunique interne, c'est-à-dire la rétine est en réalité un tissu nerveux, d'accord ? Et cette rétine-là, du point de vue embryologique, dérive du diencéphale. Et donc, on dit carrément que la rétine est une partie du cerveau, d'accord ? Et voilà. Ensuite, vous allez avoir ici, après le bulbe rachidien, la moelle spinale ou bien la moelle épinière. Alors, on va avoir le cerveau avec le cervelet et le tronc cérébral et la moelle spinale. Ces organes-là constituent ce qu'on appelle le système nerveux central. D'accord ? Ce système nerveux central peut être divisé en deux. Vous avez une partie, comme vous le voyez là, à l'intérieur de la boîte crânienne qui est plus développée. D'accord ? Cette partie est constituée par le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Cette partie-là constitue ce qu'on appelle l'encéphale. Et vous allez avoir la moelle spinale. D'accord ? Donc le système nerveux central est formé par l'encéphale et la moelle spinale. Ensuite, à l'opposé du système nerveux central, qui va lui produire l'influx nerveux, on va avoir son véhicule et aussi ses capteurs, d'accord, pour recevoir les données des différents éléments périphériques. Donc, ce système nerveux-là, qui va aider le système nerveux central,
et le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, comme vous le voyez sur cette image, est en fait constitué de fibres nerveuses, de nerfs, tout simplement. D'accord? Il s'agit de fibres nerveuses et les centres qui vont réguler ces fibres nerveuses, c'est les ganglions nerveux. Ce qu'on appelle aussi des centres nerveux périphériques. D'accord? Nous allons voir des ganglions nerveux avec différents types. D'accord? Vous voyez dans cette image-là, vous avez un ganglion nerveux spinal, un ganglion nerveux crânien et un ganglion nerveux sympathique. On va revoir ces éléments-là plus tard. D'accord? Donc, récapitulons. Le système nerveux est formé par le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Après, bon, il y a ceux qui parlent de système nerveux autonome, mais certains considèrent que le système nerveux autonome fait partie du système nerveux périphérique. D'accord? On va en discuter plus tard. Donc, le système nerveux central est formé par l'encéphale et la moelle spinale. L'encéphale est formé par le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Le tronc cérébral est formé par le mésencéphale, le pont et la moelle allongée. Ensuite, on a le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique est formé par des nerfs périphériques et des ganglions nerveux. Les nerfs périphériques et les ganglions, il en existe deux types. Des nerfs crâniens et des nerfs rachidiens. Alors, concernant après le système nerveux autonome, il y a le système nerveux végétatif. Il peut être parasympathique ou sympathique. On va voir ça plus tard. Bon, alors, le système nerveux végétatif, le nom végétatif déjà signifie la vie, d'accord? Un état végétatif, c'est-à-dire qu'on est encore en vie, et vient aussi de végétal. Par contre, le système nerveux somatique est appelé aussi le système nerveux animal. D'accord? Donc, le système nerveux végétatif, bon, appelé aussi le système nerveux autonome, c'est le système nerveux des végétaux. Et le système nerveux somatique, c'est le système nerveux des animaux. Le système nerveux végétatif, c'est un système qui est présent chez les végétaux, chez les plantes. Un exemple que vous connaissez tous depuis, on va dire, le collège, on vous a dit que les fleurs de tournesol tournaient en fonction de la présence du source de lumière. D'accord? Et ce mouvement-là n'est permis que par son système nerveux végétatif. Par contre, le système nerveux somatique permet des actions, on va dire, plus développées que font chaque animal. Donc, si on va un peu entrer dans les détails pour permettre la vie, d'accord, c'est-à-dire le système nerveux végétatif, il va permettre de 1 la digestion, la respiration, les battements cardiaques, la contractilité cardiaque en fonction de l'effort, la fonction, bien la filtration rénale, la miction, d'accord? Donc, toutes les actions qui vont permettre une continuité de la vie chez l'homme. D'accord? Par contre, le système nerveux animal va permettre des fonctions que font les animaux et non pas les plantes. Et c'est tout simplement la locomotion, par exemple. D'accord? Ça va permettre à l'animal de courir pour chasser. D'accord? Ça va permettre d'accomplir des actes qui sont volontaires. D'accord? Par rapport au système nerveux autonome qui va permettre d'accomplir des actes qui sont involontaires.
Donc, le système nerveux somatique, pour accomplir des actes volontaires, innerve des muscles squelettiques qui sont à contrôle volontaire, d'accord? Et vous voyez ici, il n'y a pas de relais, d'accord? Entre le système nerveux central et l'effecteur. Pardon? Entre le système nerveux central et l'effecteur. Par contre, le système nerveux autonome, nous allons avoir comme effecteur un muscle lisse qui a un contrôle involontaire, d'accord? Par exemple, les muscles lisses de l'appareil du tube digestif ou bien de la vessie, d'accord? Et on va avoir aussi un autre type d'effecteur, ça peut être une glande, d'accord? Et entre le système nerveux central et l'effecteur, il y a un relais qui va faire passer l'information vers le système nerveux végétatif, et c'est le ganglion végétatif. D'accord? Ensuite, pour recevoir le stimulus ou bien l'information concernant qui va mener à la production de l'influx nerveux, nous allons toujours avoir comme relais, d'accord, un ganglion sensible qui va rapporter l'information que va traduire ou bien que le récepteur, d'accord, qui va être déchiffré, qui va être formé, détecté par un récepteur. Le système nerveux autonome est, quant à lui, divisé, ce qu'on avait dit avant, en système nerveux parasympathique et système nerveux sympathique. Donc, le système nerveux parasympathique, ces ganglions autonomes, les ganglions parasympathiques sont des ganglions qui sont présents un peu proches de chaque organe. D'accord? Ces ganglions-là parasympathiques, bien ce système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux de la détente. D'accord? D'accord? Système nerveux de la détente. Un premier D. Il va permettre la digestion. Un autre D. Il va permettre la défécation. Un autre D. Il va permettre la diurèse. Un autre D. Ok? Donc, ce système nerveux qui va permettre la détente, ok? Pour comprendre un petit peu ce qui se passe quand on est détendu, il faut s'imaginer dans une situation de détente, ok? Par exemple, après avoir fini un bon repas, un repas qui est assez copieux quand même, et après s'être détendu, d'accord? C'est-à-dire après s'être reposé, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir votre fréquence cardiaque qui va diminuer, votre fréquence respiratoire qui va diminuer, d'accord? Par contre, vous allez avoir votre digestion qui va s'activer, d'accord? Et aussi votre diurèse. Ok? Donc, ce système nerveux-là va plus encourager, va plus donner de flux sanguin vers le tube digestif et l'appareil urinaire que vers l'appareil cardiovasculaire, que vers le cœur, carrément, ou vers les poumons. Ok? Par contre, vous allez avoir le système nerveux sympathique dont les ganglions sont présents dans la chaîne sympathique paravertébrale, d'accord, qu'on voit ici. Et le système sympathique, c'est le système qui va répondre au stress, d'accord? Donc sympathique comme stress. Il va répondre au stress. Bon, pour comprendre ce qui se passe en cas de stress, imaginez que vous étiez détendu et après vous allez subir une agression, on va dire
On va dire un tremblement de terre, un chien qui vous court après, je ne sais pas. Eh bien, lors d'une stimulation du système nerveux sympathique, vous allez avoir une augmentation de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque par rapport qui est plutôt opposé à un ralentissement de l'activité digestive ou bien de la filtration rénale. D'accord? Donc le système nerveux parasympathique, c'est le système nerveux qui s'occupe de la détente. Par contre, le système nerveux sympathique, c'est un système qui va répondre aux situations de stress. D'accord? Système sympathique comme stress. Bon, vous allez voir plus de détails en physiologie. Ensuite, bon, continuons. Déjà, la première notion que vous êtes censés tous connaître depuis la première année, c'est les éléments constituant le tissu nerveux. D'accord? Donc, tout tissu nerveux est formé par des neurones et des cellules gliales. Donc, les cellules gliales, ou bien le tissu de la névroglie, c'est le tissu de soutien ou bien c'est la composante de soutien du tissu nerveux. Ok? Après, les neurones, donc, d'accord, c'est-à-dire la composante noble, la composante qui va faire la fonction principale du tissu nerveux. Ok? Donc, nous allons déjà commencer par l'étude ultrastructurale des neurones. Les neurones, c'est des cellules qui sont très reconnaissables par leur morphologie. Les neurones sont formés par un corps cellulaire, un axone, d'accord, et un ou plusieurs dendrites. Et bien c'est simple. Il n'y a aucun neurone qui travaille seul. C'est-à-dire il n'y a aucun neurone qui travaille sans recevoir d'informations de ce qui se passe ailleurs, en périphérie. D'accord? Il ne va pas décider seul, il va décider selon les données qu'il reçoit par les informations reçues en périphérie. Et pour recevoir des données, pour détecter les données, d'accord, pour détecter les différents influx nerveux, il va utiliser les dendrites. L'axone, par contre, sert de véhicule, d'accord, pour transmettre l'influx nerveux que produit le nerf, d'accord, qui est produit généralement, qui est produit dans le corps cellulaire, ou bien dans le soma. D'accord, on dit corps cellulaire ou soma. Alors, ce corps cellulaire-là est formé par un noyau qui est central et nucléolé, ok, comme vous voyez dans ce schéma, j'invente rien. Ensuite, vous allez avoir des mitochondries, beaucoup de mitochondries, parce que le neurone a besoin d'énormément d'énergie. Et ici, c'est le REG, d'accord? Ou bien le réticulum endoplasmique rugueux ou granuleux, pour produire des protéines dans des neurotransmetteurs. Et c'est le REG du neurone est appelé corps de Nice, qui est plutôt visible, d'accord, en microscopie optique, comme vous voyez sur cette image. Ensuite, vous avez bon l'appareil de Golgi, d'accord, c'est tout à fait logique. Après, on va passer vers l'axone. L'axone qui est plutôt long, d'accord. Il y a ceux qui sont très longs, qui peuvent atteindre 1 mètre pour atteindre les extrémités, comme des orteils, d'accord. Eh bien, l'axone est recouvert, vous voyez, par des cellules de la névroglie. Dans le système nerveux central, ces cellules-là, c'est les oligodendrocytes. Par contre, dans le système nerveux périphérique, il s'agit de cellules de Schwann. Ces cellules-là constituent ce qu'on appelle la gaine de myéline
qui va permettre une conduction saltatoire de l'influx nerveux, qui va augmenter la vitesse de la transmission de l'influx nerveux. D'accord? Bon, ce schéma-là, il présente les mécanismes du transport axonique de l'influx nerveux. Et tout simplement le mécanisme du transport des médiateurs chimiques au niveau de l'axone jusqu'à la terminaison synaptique. Comme vous pouvez le voir, ce transport-là est permis par des protéines du cytosquelette, à savoir les microtubules ou bien les dinéines et les kinésies. Mais ce transport-là ne se fait pas que par cette manière, cette méthode-là, qui est une méthode active, car les différents mécanismes, que ce soit de polymérisation, dépolymérisation, ou bien le mouvement de ces protéines-là, nécessite l'intervention d'enzymes, et donc l'utilisation de l'ATP. Il s'agit là bel et bien de méthodes qui sont actives. Mais il existe aussi des méthodes qui sont passives, suivant le flux et le courant liquidien du cytoplasme. Et donc, en résumé, vous avez deux types de transport. Bon, on parle déjà de transport antérograde. Vous savez déjà dès la première année que vous avez un transport antérograde de l'extrémité moins vers l'extrémité plus, c'est-à-dire vers l'extrémité synaptique. C'est pour envoyer un influx nerveux. Et le transport rétrograde, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire de l'extrémité synaptique vers le corps cellulaire. Et c'est pour recevoir une information de la périphérie. On a un transport antérograde long, c'est le transport antérograde qui est passif, c'est-à-dire en utilisant le flux liquidien, des éléments valables solubles, des petites protéines du cytosquelette, et le transport antérograde rapide qui nécessite de l'ATP, en utilisant ce système-là de vésicule. D'accord? Bon, ce transport axonal est affecté en cas de pathologie, de différentes situations pathologiques. Vous avez par exemple en cas d'anoxie. D'accord? Cette anoxie-là va affecter les mitochondries. On veut dire déjà quoi par anoxie? Anoxie, c'est-à-dire un manque en oxygène. Et donc, on va avoir les mitochondries qui vont travailler d'une manière insuffisante. Et donc, on va avoir moins d'ATP. Et donc, le transport actif va être affecté. En cas de chimiothérapie anticancéreuse, en utilisant des médicaments comme la colchicine et la vinblastine, ces médicaments-là vont induire une dépolymérisation des microtubules, c'est-à-dire qu'il y aura une extrémité moins qui sera plus importante, et donc le transport actif va être perturbé. En cas d'hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un diabète, on va avoir aussi une lésion des microtubules, et donc un déficit du transport axonique. C'est ce que vous connaissez tous, c'est la neuropathie diabétique. Enfin, ce que vous connaîtrez un peu plus dans les années à suivre. D'accord? C'est-à-dire vous allez avoir cette hyperglycémie qui va léser ces microtubules, et donc vous aurez le transport axonique qui sera perturbé. Quant au transport rétrograde, bon, je vous le dis tout de suite, ce transport-là est utilisé aussi par des agents pathogènes, d'accord? Et surtout des agents qui sont infectieux, des agents infectieux et pathogènes. Vous avez par exemple, en cas de polioviridé, c'est-à-dire le virus de la poliomyélite, qui va prendre ce transport rétrograde pour atteindre les corps cellulaires des neurones,
c'est un virus qui se transmet par voie pérose, par voie digestive, c'est-à-dire qu'on va qu'on va avaler, qu'on va ingérer ce virus-là. De l'appareil digestif, il va trouver des nerfs, d'accord? Et de ces nerfs-là, il va atteindre les corps cellulaires et ça va induire par la suite des paralysies. Le même chemin est pris aussi par le virus de l'herpès, d'accord? L'herpès simplex virus qui se réfugie dans le corps cellulaire des neurones. Aussi pour le virus de la rage, d'accord? Vous avez un chien qui va vous mordre ou bien un chat qui peut vous griffer. Et donc ce virus-là va toucher les extrémités nerveuses. Et puis de ces extrémités nerveuses-là, il va monter par transport rétrograde vers le corps cellulaire des neurones. Aussi pour la toxine tétanique, d'accord? C'est-à-dire vous connaissez un peu le tétanos, tu m'as dit, infectieuse. Bon, maintenant on va voir quelques exemples de pathologies qui vont montrer l'importance de l'étude histologique du système nerveux. Nous commençons déjà par la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative, d'accord, multifactorielle. On ne connaît pas encore tous ces éléments physiopathologiques et c'est une maladie qui est encore incurable. La maladie d'Alzheimer se manifeste cliniquement, c'est-à-dire a comme symptôme principal la démence. Et dans l'examen histologique, vous allez trouver deux éléments. Les plaques d'amylose, bien les plaques séniles A bêta et le dépôt de protéines tau. Donc les plaques A bêta, c'est des éléments extracellulaires présents dans les espaces intercellulaires et le dépôt pathologique de protéines tau est un élément intracellulaire. Alors, les protéines A bêta, c'est des protéines amyloïdes. Il s'agit de l'amylose, qui est une maladie, on va dire, qui se présente un peu partout dans le corps humain, d'accord, caractérisée par un dépôt de protéines amyloïdes, qui est une protéine pathologique, d'accord, qui a une caractéristique biophysique particulière, d'accord. C'est des feuillets bêta, d'accord, c'est pour ça qu'on parle d'amylose. Et vous allez avoir ces protéines-là, par leur dépôt, vont induire un dysfonctionnement de la fonction de l'organe. Et ici, c'est le cerveau. Aussi, vous allez avoir le dépôt de protéines tau. D'accord, cette protéine tau, elle peut être visualisée, elle peut être vue après examen histologique et certaines techniques comme l'immunohistochimie. Et aussi, elle peut être considérée, d'accord, on peut trouver son taux qui est augmenté au niveau du liquide céphalorachidien, d'accord, après dosage et après bien sûr après avoir fait une ponction lombaire. Une autre pathologie qui reste importante, d'accord, c'est la maladie de Parkinson. Donc, la maladie de Parkinson, c'est ce que vous connaissez tous, les tremblements, d'accord, un ralentissement même psychomoteur, d'accord. Vous avez ici, d'accord, une région du tronc cérébral qu'on appelle le locus niger.
Ok? Vous allez voir ça en anatomie. Et cette région-là, bon, ça c'est une vue macroscopique, d'accord? C'est-à-dire qu'on a pris une coupe du tronc cérébral. Vous voyez le locus niger, niger comme noir, d'accord? Donc c'est une région qui est noire. Et en cas de maladie de Parkinson, cette région a carrément disparu, hein, vous ne la voyez plus. D'accord? Donc, je vous le dis tout de suite que la maladie de Parkinson est induite par l'atteinte de ce locus niger. Ok? Et du point de vue histologique, d'accord? Vous allez avoir, bon, ce qui est mentionné ici, c'est la perte de neurones qui est remplacée par des cellules de la microglie. Et au niveau des neurones, vous avez des corps de Lewy. D'accord? Les corps de Lewy. Ok? Ces corps-là de Lewy, qui sont plus ou moins pathognomoniques, hein, qui indiquent qu'on est face à une maladie de Parkinson. Ok? Vous voyez? Les corps de Lewy. Bon, il y a d'autres types de pathologies, c'est juste pour votre culture générale, comme la démence à corps de Lewy. C'est-à-dire que vous allez avoir la présence de ces corps de Lewy-là au niveau du cerveau, d'accord? Et là, on va avoir un syndrome démentiel, d'accord? C'est-à-dire un retard psychomoteur. Alors, on va encore continuer concernant les neurones. Les différents types de neurones, on en a 3 types. Des neurones bipolaires, des neurones pseudo-unipolaires et des neurones multipolaires. Alors, chaque neurone doit avoir obligatoirement un axone, et seulement un axone, d'accord, pas plus, pour envoyer l'influx nerveux, d'accord, et doit avoir au moins un dendrite. C'est-à-dire que le neurone peut avoir plus d'un dendrite. Ok? Donc, dans ce cas-là, vous avez un axone et un dendrite. Ok? Ici, là, vous avez un axone et un dendrite. Et ici, là, vous avez un axone et plusieurs dendrites. Alors, on va commencer par le type de neurone le plus simple, c'est les neurones multipolaires, que vous retrouvez un peu partout au niveau du système nerveux central, au niveau du cerveau libre. Donc, les neurones multipolaires. Vous avez la cellule en étoile, d'accord? Elle est nommée ainsi parce que son corps cellulaire a la forme d'une étoile. Vous voyez, elle a un axone unique et plusieurs dendrites. Ok? Ensuite, vous avez la cellule pyramidale qui est qu'on retrouve au niveau du cerveau, d'accord? La cellule ovoïde, d'accord? Parce son corps cellulaire est ovoïde. La cellule granulaire, parce que son corps cellulaire présente la forme de petits grains. La cellule en corbeille, parce que son corps cellulaire présente la forme d'une corbeille. Et la cellule en chandelier, parce que ça présente la forme d'un chandelier. D'accord? Ensuite, on va avoir les neurones bipolaires. D'accord? Ces neurones-là bipolaires, ils présentent un axone et un dendrite. Et vous avez le neurone pseudo-unipolaire, qui peut être dit aussi faussement, d'accord, un neurone unipolaire. D'accord? On est face à un neurone unipolaire. C'est-à-dire que, en réalité, il n'existe aucun neurone unipolaire parce qu'aucun neurone ne peut agir seul. D'accord? Mais, concernant le neurone pseudo-unipolaire, vous allez avoir ici une petite tige qui va se terminer rapidement en T, d'accord?
pour avoir une terminaison de type dendritique et une autre terminaison de type axonique. D'accord? Et c'est le cas concernant les ganglions spinaux. Ok? Bon. Alors, du point de vue physiologique, vous allez avoir deux types de neurones, déjà. Des neurones de projection et des interneurones. Les neurones de projection, d'accord, projetés, c'est-à-dire aller loin, aller même très loin. C'est des neurones déjà pour aller loin, pour avoir le matériel protéique, d'accord, pour avoir la machinerie cellulaire pour envoyer des influx qui partent très loin, doivent présenter obligatoirement un grand corps cellulaire et un long axon. Un exemple typique de ces neurones de projection, c'est des neurones multipolaires à long axon de type Golgi 1. D'accord? Ensuite, on a un autre type de neurones, c'est des tout petits neurones, d'accord, qui servent plus à réguler l'information nerveuse, et c'est les interneurones. Ces interneurones-là, ils possèdent un petit soma et un court axone. Ils sont juste là, qui vont juste connecter, d'accord, ils vont juste faire le lien entre deux autres neurones. Et un exemple d'interneuron, c'est les neurones multipolaires à axon courbant de type Golgi 2. Bon. Ces interneurones-là forment la majeure partie des neurones du système nerveux central et jouent un rôle majeur dans le traitement de l'information, bien sûr. Après avoir fini maintenant les neurones, nous allons passer à la neuroglie ou bien la névroglie ou bien les cellules gliales. D'accord? Les cellules gliales, je le répète toujours, c'est les cellules de soutien, je le répète encore, c'est les cellules de soutien du système nerveux, que ce soit central ou bien périphérique. Ok? Cette névroglie, si on veut un petit peu opposer la névroglie aux neurones, on va déjà savoir que voilà, la névroglie, on va dire, pour chaque neurone, vous allez avoir 10 cellules névrogliques. D'accord? Il y a déjà un grand rapport. Ensuite, les cellules de la névroglie sont les cellules, on va dire les cellules qui peuvent encore se multiplier, qui peuvent encore se diviser. D'accord? C'est les seules cellules qui ont un pouvoir mitotique. Contrairement aux cellules, contrairement aux neurones. D'accord? Contrairement aux cellules nerveuses. Et donc, vous allez directement déduire que voilà, les cancers du système nerveux, les cancers du cerveau, du cervelet, ce que vous voulez, ces cancers-là ou bien ces tumeurs-là sont majoritairement des tumeurs de la névroglie. Parce que pour avoir une tumeur, il faut avoir une division cellulaire. Ok? Sauf pour un seul cas de cellules nerveuses qui peuvent donner une tumeur. Et c'est les cellules nerveuses qui ont encore cette capacité mitotique. Et c'est donc, on est face à des tumeurs nerveuses qui sont des tumeurs embryonnaires. D'accord? Les neuroblastomes, c'est-à-dire, voilà, on est face à une tumeur embryonnaire. C'est-à-dire c'est des tumeurs faites de neurones qui ont encore cette capacité à la multiplication. Donc, cette neuroglie ou bien cette névroglie, elle se distingue en deux. Vous allez avoir la névroglie centrale du système nerveux central et la névroglie périphérique du système nerveux périphérique. La névroglie centrale est formée ou bien est constituée par les astrocytes. Je vous le dis tout de suite, astrocyte, ça veut dire en forme d'étoile, d'accord, un astre. Ces astrocytes en deux formes, d'accord, sont de deux types. Vous allez avoir les astrocytes protoplasmiques et les astrocytes fibreux. Je vous le dis tout de suite, les astrocytes protoplasmiques, c'est les astrocytes de la substance grise. Par contre, les astrocytes fibreux sont les astrocytes de la substance blanche. Aussi, il y a les oligodendrocytes, oligo pour un petit nombre, d'accord, ok. Après, vous allez avoir les cellules épandymales, qu'on va voir après, d'accord, les épendymocytes, tannocytes, etc. Et vous avez la cellule de la microglie, les microgliocytes, d'accord. Donc, astrocytes, oligodendrocytes, épendymocytes et microgliocytes, c'est les cellules de la névroglie centrale. Par contre, vous avez
pour la névroglie périphérique, deux types de cellules. Les cellules satellites ou bien les cellules capsulaires. Ils vont constituer quoi? Les capsules, les cellules de la capsule des ganglions nerveux. D'accord? Vous allez voir ça tout de suite. Enfin après. Et après, vous allez avoir les cellules de Schwann. D'accord? Les cellules de Schwann qui vont accompagner, ou bien les neurones et monocytes qui vont accompagner les fibres nerveuses. Alors, concernant la névroglie centrale, on va avoir les astrocytes, vous voyez, en forme d'astre, avec des prolongements qui partent un petit peu partout et qui accompagnent toujours, comme vous le voyez là, les fibres, plutôt les capillaires sanguins. D'accord? Et toujours en contact avec les neurones. En réalité, ces astrocytes-là vont constituer ce qu'on appelle la barrière sang-cerveau. Et ont bien sûr un rôle de soutien, de nutrition, d'accord, des neurones. Ensuite, on va avoir ici les... bon, vous allez avoir voilà, les microgliocytes, très bien, en B. Vous avez les microgliocytes, et ces microgliocytes, c'est tout simplement les cellules immunitaires de la bien du système nerveux, d'accord? Parce que le système nerveux aussi a besoin d'une immunité, peut aussi être atteint par des infections, d'accord? Et l'agent immunitaire du système nerveux central, c'est les microgliocytes. Donc ces microgliocytes, en fait, il s'agit tout simplement de monocytes. Ce que vous avez vu dans les organes hématopoïétiques, ces monocytes-là, qui sont d'origine mésenchymateuse, ou bien mésodermique, d'accord, vont migrer vers le système nerveux central et se transformer en microgliocytes. Et ils vont servir à avoir un rôle immunitaire. Et même un rôle dans la genèse de différentes maladies auto-immunes, d'accord, comme par exemple la sclérose en plaques. Ensuite, vous avez là des oligodendrocytes. Ces oligodendrocytes qui entourent les fibres nerveuses du système nerveux central et produisent leur gaine de myéline. D'accord? Donc les oligodendrocytes va produire la gaine de myéline du système nerveux central. Et ces oligodendrocytes-là sont visés en cas d'une maladie auto-immune que vous connaissez tous, c'est la sclérose en plaques. Et donc, en cas de sclérose en plaques, vous allez avoir une atteinte et une destruction de ces oligodendrocytes. Et vous allez avoir une paralysie de type central. Ensuite, vous avez, dernièrement, les épendymocytes. D'accord? Ces épendymocytes-là, qui vont, comme vous voyez là, ils constituent une interface, ou bien, voilà, une interface entre le liquide céphalorachidien et le tissu nerveux. Ils vont produire le LCR, le liquide céphalorachidien, et le réguler, et permettre aussi d'excréter des déchets, d'accord? Bon, une image pour voilà, résumer un petit peu les éléments de la névroglie centrale. Vous avez les astrocytes, okay, qui vont constituer la barrière sang-cerveau, les oligodendrocytes pour constituer la gaine de myéline, les microgliocytes pour la réaction immunitaire, et les épendymocytes qui vont constituer la barrière, qui vont aussi être des éléments de la barrière hémato-encéphalique. Après, maintenant, nous allons discuter un petit peu de la névroglie périphérique. C'est plus simple que la névroglie centrale. Vous allez avoir ici des cellules satellites, d'accord? Des cellules satellites ou bien des cellules capsulaires qui vont encapsuler les corps cellulaires des neurones qui se trouvent au niveau des ganglions nerveux, et des cellules de Schwann. Ces cellules de Schwann-là
vont recouvrir les fibres nerveuses pour déjà permettre une conduction saltatoire de l'influx nerveux. D'accord? Donc, la gaine de myéline est formée dans le système nerveux central par les oligodendrocytes. Par contre, au niveau du système nerveux périphérique, elle est faite par des cellules de Schwann. Et donc, en cas de sclérose en plaques, seuls les oligodendrocytes sont touchés ou bien affectés, et donc les cellules de Schwann vont rester indemnes. Vous n'allez pas avoir une paralysie de type périphérique, mais une paralysie de type central. Alors, un mot sur la pathologie, toujours, qu'on voit là, dans ce tableau-là, différents types de tumeurs, et chaque cellule de la névroglie peut donner une tumeur. D'accord? Vous avez le glioblastome, l'astrocytome, l'oligodendrogliome, l'épendymome, méduloblastome pour les épendymocytes, les méningiomes, les schwannomes, par contre rétinoblastomes et craniopharyngiomes sont des tumeurs embryonnaires. D'accord? Alors, bon, un petit schéma pour résumer le tout. D'accord? Rien de compliqué. Bon, nous allons commencer maintenant l'embryologie. Bien le développement embryonnaire du système nerveux central. Alors, dans ce schéma-là, déjà, dans cette image-là, vous voyez la formation d'un élément déjà, nœud ectodermique, d'accord? On a le nœud ectoderme, c'est la plaque neurale. De la plaque neurale, on va avoir le sillon neural qui commence à se former. Bon, entre-temps, vous allez avoir des somites d'origine mésodermique qui vont commencer à se former. Ces somites-là qui sont importants et vont permettre la formation des vertèbres. Donc, un élément important qui va se former concernant le système nerveux central après avoir eu la plaque neurale, gouttière neurale, on va finir par avoir le tube neural. Ok, le tube neural accompagné des somites, d'accord? Et là, vous allez avoir le mésoderme intermédiaire. Les somites, c'est le mésoderme paraxial. Alors, plaque neurale, c'est au niveau du 18e, 19e jour. Ensuite, la gouttière neurale au niveau du 20e jour, au niveau du 20e jour. Et dans cette image-là, vous voyez déjà le début de la formation de vésicules. Ces vésicules-là, comme vous le voyez, vont donner les éléments du système nerveux central. Alors, ce tube neural-là va à la fin se fermer dans ces deux orifices, d'accord? Vous allez avoir le neuropore supérieur ou bien crânial et caudal. Le neuropore crânial se ferme le 26e ou 27e jour et le caudal se ferme le 29e jour. Donc, un défaut de fermeture du neuropore caudal va induire une pathologie que vous connaissez un peu tous, et c'est la spina bifida. D'accord? Vous voyez là. Vous avez une spina bifida. Cette spina bifida est de trois types. Vous avez la spina bifida occulta, c'est-à-dire un simple défaut de la fermeture des arcs vertébraux. D'accord? Vous avez le tissu nerveux et les méninges qui ne sont pas atteints. Là, le méningocène, vous avez une hernie
des méninges. D'accord? Bon là, le premier type est généralement asymptomatique. Ok? On peut avoir seulement une petite manifestation cutanée, un petit érythème, d'accord? C'est-à-dire une petite rougeur. Par contre, la méningocèle, bon, vous voyez dans l'image, il y a déjà un problème esthétique. Ok? Et la myéloméningocèle, où vous avez aussi une protrusion, bien une hernie des nerfs. Et là, vous aurez des problèmes neurologiques, des affections ou bien des complications neurologiques de cette spina bifida qui nécessitent un traitement chirurgical et une rééducation pour pallier à ces effets-là. Bon, quand vous voyez là, dans cette image-là, ces somites vont se transformer en sclérotome et myotome. Sclérotome pour donner les vertèbres et myotome pour donner les muscles. Et du tube neural, vous allez avoir la formation des différents nerfs qui vont innerver ces différents muscles. Là, on est dans la partie inférieure, c'est-à-dire la partie consacrée à la moelle épinière. Bon, une simple image pour résumer un peu le tout. Alors, de l'ectoblaste, vous allez avoir la formation de deux éléments nerveux. C'est le tube neural et les crêtes neurales. Le tube neural va donner le système nerveux central. Par contre, les crêtes neurales vont donner le système nerveux périphérique. Alors, je vous le dis tout de suite. Les crêtes neurales donnent huit éléments que vous devez retenir. Enfin, qui serait bon de retenir. Tout d'abord, vous allez avoir les neuroblastes qui vont donner des neurones périphériques, c'est-à-dire les neurones des nerfs crâniens. On parle tout simplement, pour les neuroblastes, des nerfs crâniens, ou bien des ganglions. Voilà, des ganglions. Des nerfs sensibles. D'accord? Ensuite, vous allez avoir les sympathoblastes. Les sympathoblastes qui vont donner les neurones des ganglions sympathiques. D'accord? Qu'on voit là. Ils vont rejoindre la chaîne ganglionnaire qui suit, la chaîne sympathique qui suit les vertèbres, la chaîne sympathique paravertébrale. De ces sympathoblastes, vous allez avoir les cellules de la médullo-surrénale. Et donc, je vous le dis tout de suite que voilà, les cellules de la médullo-surrénale, bien la médullo-surrénale fait partie c'est un auxiliaire sophistiqué et important du système nerveux sympathique. Ensuite, vous allez avoir les cellules C de la thyroïde. Les cellules C de la thyroïde qui produisent la calcitonine. Et après, vous allez avoir des mélanocytes. Les mélanocytes. Ok? Ces mélanocytes-là qui dérivent des crêtes neurales. Les mélanocytes de la peau. D'accord? Après, vous allez avoir le cartilage de la face. D'accord? Le cartilage de la face. Et la dentine. Il y a d'autres éléments
Comme vous voyez là, les septum aorticopulmonaires et les os du crâne, quelques ganglions, bon, les cartilages, etc. Ces éléments-là ne sont pas très importants à connaître pour votre niveau. Donc, encore un petit rappel concernant la médullo-surrénale. La médullo-surrénale qui dérive des sympathoblastes. Ok? Ces sympathoblastes, bon, dans les ganglions végétatifs, sympathiques ou parasympathiques, et une partie de ces sympathoblastes-là va rejoindre, ici, comme vous voyez, c'est le cortex fœtal primitif qui commence à se former, d'accord? Le cortex de la surrénale, la cortico-surrénale primitive qui commence à se former, et vous allez avoir des cellules des crêtes neurales qui vont le rejoindre. Ils vont la rejoindre. Et vous voyez là des ganglions préaortiques, nous sommes face voilà, à des paraganglions sympathiques toujours, qui dérivent des crêtes neurales. Vous avez les ganglions de la racine dorsale de la moelle spinale, c'est des ganglions sensibles, vous avez les neurones en T, les fameux neurones en T, pour recevoir l'information de la périphérie, ça dérive des crêtes neurales, et vous avez bien sûr les chaînes ganglionnaires sympathiques qui dérivent des crêtes neurales. Donc, après avoir vu un peu une vue d'ensemble des différents éléments qui dérivent des crêtes neurales, nous allons maintenant discuter le tube neural et sa structure histologique. Donc, du point de vue histologique, comme vous voyez ici, vous avez une partie, la première partie, là, c'est la partie interne, ok? Et là, c'est la partie superficielle ou externe. Dans la partie interne, vous avez des cellules neuroépithéliales, bon, ceux-là qui sont en pleine division cellulaire et et qui sont plus indifférenciés, d'accord, qui sont encore indifférenciés. Et dans la partie superficielle, vous avez des cellules qui sont différenciées, d'accord. C'est-à-dire que on connaît quel type de cellule il s'agit. Est-ce que c'est une cellule, est-ce que c'est un neurone, est-ce que c'est une cellule gliale et quel type de cellule il y a, d'accord. Bon, alors, le tube neural est formé par 3 couches, d'accord. Vous allez avoir ici la couche ventriculaire, la partie sa plus interne, la couche ventriculaire, qui est en contact, bien qui fait interface avec le ventricule, où vous avez du LCR, d'accord, du liquide céphalorachidien. Dans cette couche ventriculaire, vous avez bon, des cellules épandymères, des cellules qui sont encore en mitose, et les corps cellulaires des cellules gliales radiaires, d'accord, c'est-à-dire en rayon. Radiaire, c'est en rayon, c'est-à-dire qu'elles sont linéaires. Ensuite, vous avez la zone du manteau, bien la couche du manteau. Cette partie-là, elle comprend certaines cellules qui se sont voilà, divisées à partir des cellules en mitose, et bien qui vont commencer à se différencier. Donc, vous allez avoir des glioblastes, des neurones, des neuroblastes, d'accord. Et dans la couche marginale, vous allez avoir quelques cellules neuroépithéliales, comme vous voyez, mais surtout c'est une couche qui va compter beaucoup plus des fibres nerveuses. Alors, donc, là, la première partie la plus interne, c'est le canal central qui comporte encore du LCR avant de devenir un canal virtuel, d'accord. C'est-à-dire qu'à la fin, dans la moelle spinale, ce canal-là va devenir tout petit et vide. Quand ce canal-là est rempli par du LCR, c'est une pathologie, d'accord. Ensuite, vous avez la première partie, c'est la couche épandymère présentive, où vous avez quelques
quelques cellules en mitose, d'accord, encore. Et la zone du manteau, qui est une substance grise présentive. D'accord? C'est une. Comme vous le voyez là, vous n'avez que des corps cellulaires. Et ces corps cellulaires-là constituent ce qu'on appelle la substance grise. Par contre, la zone marginale, c'est la substance blanche présentive. C'est-à-dire que ça va donner par la suite la substance blanche avec les fibres nerveuses qui vont converger dans la racine ventrale de la moelle spinale. Alors, on continue encore avec l'histologie du tube neural, toujours dans la moelle spinale. Ce tube neural-là comporte lors de la période embryonnaire, 4 colonnes. Vous avez 2 colonnes dorsales, ou bien des colonnes alaires, d'accord? Pour retenir, vous savez que les ailes des animaux se trouvent au niveau du dos, d'accord? Donc c'est des colonnes alaires. Et 2 colonnes ventrales, ou bien antérieures, ou bien fondamentales, ou bien basales, d'accord? Alors, on va avoir 2 colonnes ou bien 2 lames, d'accord? Alaires, bien dorsales, et 2 colonnes basales ou fondamentales ou ventrales. Ces lames ou colonnes vont finir par donner des cornes dorsales, d'accord, et des cornes ventrales de la substance grise de la moelle spinale. Bon. Maintenant, nous allons discuter de la formation des éléments du système nerveux central, des éléments anatomiques du système nerveux central. Le tube neural, en fait, a 2 parties. La première partie qui se situe au niveau de la boîte crânienne et l'autre partie qui se situe au niveau du canal rachidien. La partie qui se situe au niveau du canal rachidien, c'est une partie qui va donner tout simplement un seul organe et c'est la moelle spinale. Elle va être rectiligne, d'accord? Par contre, la partie qui se situe au niveau de la boîte crânienne, c'est la partie qui va donner différents organes nerveux qui sont essentiels à la vie et qui doivent être plus développés et doivent rester ou bien doivent être maintenus dans une boîte crânienne. C'est pour ça que on va passer d'un tube à des formations plus compliquées donnant des organes comme le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral. Et pour permettre tous ces changements-là, de ce tube-là, vous allez avoir la formation de vésicules. D'accord? Alors, on va aller d'un tube. De ce tube-là, on veut créer un système nerveux central. Ce système nerveux central-là est formé par le cerveau. Ce cerveau-là est formé par les hémisphères cérébraux, d'accord, et
le diencéphale. Après le cerveau, vous allez avoir le tronc cérébral. Et là, vous allez avoir le cervelet. Et à la fin, on va avoir la moelle spinale. Alors, déjà, concernant la moelle spinale, c'est l'extrémité inférieure, la moitié inférieure, la moitié effilée du tube neural. On n'en parle plus. Ok? Maintenant, nous allons nous intéresser de comment nous sommes passés d'un tube vers d'un tube, c'est-à-dire le tube neural, vers les éléments de l'encéphale. De ce tube-là, nous avons la formation de 3 vésicules. Ok? Nous avons 3 vésicules. La première vésicule, c'est le prosencéphale. Le prosencéphale qui va donner le cerveau. Voilà. La deuxième vésicule, c'est le mésencéphale. Le mésencéphale va donner le mésencéphale, bien, selon la nouvelle nomenclature, les pédoncules cérébraux. Et la troisième vésicule, c'est le rhombencéphale qui va donner le tronc cérébral et le cervelet. D'accord? Alors, prosencéphale, mésencéphale et rhombencéphale. Ensuite, de ce prosencéphale, vous allez avoir 3 vésicules qui vont se former. D'accord? Vous allez avoir 3 vésicules qui vont se former. Les 2 premières, dites télencéphales, constituent ce qu'on appelle les oreilles de Mickey Mouse. D'accord? C'est un peu comme des oreilles de Mickey Mouse. C'est dit comme ça dans le Marielle. Donc, vous allez avoir les vésicules du télencéphale et le diencéphale. Ensuite, vous allez avoir le mésencéphale qui va rester de même, d'accord? Il ne va pas changer. Il va toujours donner le mésencéphale. Et le rhombencéphale va donner 2 vésicules. C'est le métencéphale et le myélencéphale. D'accord? Donc, on commence par ces 2 premières vésicules. C'est les télencéphales. Les télencéphales vont donner les hémisphères cérébraux.
D'accord? Le télencéphale donne les hémisphères cérébraux. Le diencéphale va donner le diencéphale. Ok? Et le mésencéphale va toujours donner le mésencéphale. Ensuite, vous avez le métencéphale. Voyez? C'est très simple à déduire. Le métencéphale qui donne le pont avec l'ami du pont, c'est le cervelet. Et le myélencéphale qui donne la moelle allongée ou bien le bulbe rachidien. D'accord? Voilà. L'embryologie du système nerveux central résumé de la manière la plus simple. C'est pas du tout compliqué. Ok? Un petit détail seulement maintenant concernant le diencéphale qui donne différents éléments. D'accord? Retenez en moins que du diencéphale, vous allez avoir l'hypothalamus, et l'ami de l'hypothalamus, c'est la neurohypophyse, d'accord? Ensuite, vous allez avoir le thalamus, bon, la rétine, ok? La rétine, c'est un élément diencéphalique, et, bon, l'épithalamus, la glande pinéale, ce que vous voulez. Bon. Alors, toujours concernant cette transformation, ce passage, on va dire, d'un tube neural vers des vésicules, cette transformation-là qui se passe pour la simple raison que ce système nerveux central doit se trouver dans une boîte crânienne bien aux dimensions bien limitées, et donc un autre phénomène qui va permettre que ces éléments-là soient maintenus dans la boîte crânienne, c'est la rotation des vésicules encéphaliques. Et donc vous allez trouver, on va trouver trois courbures, d'accord? Par exemple, ici la courbure cervicale, d'accord? Qui se trouve entre le rhombencéphale et la moelle spinale, et la courbure céphalique qui se trouve au niveau du mésencéphale. Bon, aussi il y a la courbure pontique, d'accord, elle n'est pas montrée dans cette image. Alors, un schéma qui résume un peu tout ce dont on a parlé. Vous voyez, du tube neural vers les organes de l'encéphale. Alors, on a bien dit que voilà l'origine embryologique du système nerveux est ectodermique, d'accord, bien nord-ectodermique, mais voilà le feuillet embryonnaire dont dérive le système nerveux, c'est l'ectoderme. Cet ectoderme-là va donner le système nerveux et la peau, d'accord, pour l'ectoderme de surface. Et cette origine embryonnaire commune entre la peau et le système nerveux, c'est important
pour vous en tant que clinicien, en tant que médecin, de connaître. Car elle va être l'origine, car ça va expliquer différentes pathologies, différentes maladies qui sont regroupées sous le nom de phacomatoses. Et parmi ces phacomatoses-là, vous avez trois qui seraient bien déjà d'avoir une idée là-dessus. D'accord? Donc, on va avoir la neurofibromatose type 1 et la neurofibromatose type 2 et l'ataxie télangiectasie. Alors, la neurofibromatose type 1, qui est une maladie génétique à transmission autosomique dominante, et vous allez avoir comme signe clinique, ce que vous voyez là, c'est des neurofibromes. Et là, vous avez des taches caféolées. Vous avez aussi, voilà, des taches de rousseur au niveau des plis cutanés comme les aisselles. Là, c'est des manifestations qui sont cutanées. Aussi, vous avez des manifestations neurologiques, comme un gliome du nerf optique et une hypertension artérielle qui est due à un phéochromocyte. La neurofibromatose type 2, qui est aussi une maladie autosomique dominante, où vous allez avoir un cataracte juvénile. Vous voyez ici, c'est une leucocorie, c'est une pupille qui est blanche, c'est le signe d'une cataracte, d'accord? Et vous avez un schwannome vestibulaire, d'accord? Ou bien des méningiens. Bon, l'ataxie télangiectasie, vous allez avoir une ataxie cérébelleuse, c'est-à-dire l'atteinte du cervelet. Il ne pourra plus assurer sa fonction de coordination, d'accord? Et des télangiectasies, et voilà, télangiectasie, dans la conjonctive de l'œil. Aussi un déficit immunitaire, d'accord, qui va aussi qui va aider à l'apparition de certains cancers. Alors, on revient à l'histologie. Un élément important à connaître, et c'est la notion de substance grise et de substance blanche. Alors, la substance grise est constituée de neurones, en fait de corps cellulaires des neurones. Elle comprend un nombre important de corps cellulaires de neurones et quelques fibres nerveuses qui sont amyéliniques. D'accord? Qui ne contiennent pas de gaine de myéline. Par contre, la substance blanche comprend des fibres nerveuses qui sont myélinisées. Pour la simple raison que, cette gaine de myéline là, elle va renvoyer le rayon lumineux, tout le rayon lumineux qu'elle va recevoir, et donc elle va être vue comme blanche, d'accord? Donc, maintenant, il y a quelques règles déjà que vous connaissez dès le collège, et c'est cette situation-là de
la substance grise et de la substance blanche. Au niveau du cerveau, la substance grise est dans le cortex cérébral, d'accord? Elle est périphérique. D'accord? Donc vous avez une substance grise périphérique et une substance blanche qui est centrale. Et à l'intérieur de cette substance blanche centrale, vous avez de la substance grise qui est regroupée sous forme des noyaux gris de la base. La même chose pour le cervelet. D'accord? Pour le cervelet, vous avez la substance grise qui est périphérique et la substance blanche qui est centrale, avec de la substance grise qui est regroupée sous forme de noyaux au niveau du centre. Au niveau de la moelle spinale, vous allez avoir une substance grise qui est centrale et une substance blanche qui est périphérique. D'accord? Alors, maintenant, pour faire un examen histologique du tissu nerveux, du système nerveux. Alors, pour l'examen histologique du système nerveux, vous avez des techniques particulières. Vous pouvez utiliser la méthode de Nice. La méthode de Nice qui va colorier les corps de Nice. D'accord? Qui va vous montrer les corps de Nice. Et ces corps de Nice, là, c'est quoi? C'est le REG. D'accord? Et donc, cette méthode de Nice, là, elle va vous colorier les corps cellulaires. D'accord? Et vous avez aussi la méthode de Golgi. La méthode de Golgi, c'est une méthode qui va utiliser l'imprégnation en sel d'argent et va vous donner une ombre de la cellule. D'accord? Et cette ombre-là va montrer tout le neurone. Cette méthode-là va vous montrer le corps cellulaire, les dendrites et les axones. Bon, il y a aussi d'autres méthodes, comme l'immunohistochimie. Alors, pour obtenir une image histologique du système nerveux, il faut faire une biopsie. Cette biopsie-là va vous permettre de faire un prélèvement du tissu. Et c'est important si vous voulez, par exemple, savoir est-ce que ce malade-là, il présente un cancer. D'accord? Une tumeur cérébrale. On doit d'abord faire un diagnostic anatomopathologique ou bien histologique. D'accord? Pour savoir où prélever cette tumeur, d'accord? Il faut d'abord faire un scanner cérébral, d'accord? Qui va vous permettre de situer cette tumeur et vous permettre d'avoir ses coordonnées, d'accord? Sa situation dans un repère. D'accord? Et après avoir eu la situation de la tumeur, on va utiliser un cadre stéréotaxique qui est numéroté, d'accord, qui est ordonné. Il va vous permettre d'envoyer, d'accord, le trocar à l'endroit où se situe la tumeur et prélever la tumeur. D'accord? Donc, vous comprenez un petit peu le but de ce premier cours est de vous montrer l'importance des données sur l'histologie et embryologie du système nerveux central pour votre pratique future. D'accord? Et je vous remercie.